Bonjour à toutes et à tous. On attend encore 1 ou 2 minutes avant de commencer. Euh, et ensuite, on pourra lancer ce webinaire. Allez, je vous propose que nous commencions. Vous avez un chat à votre disposition si jamais vous souhaitez poser des questions. N'hésitez surtout pas. Et on y répondra au fil de l'eau, ou on prendra également les questions en fin de session. Donc merci de nous rejoindre pour ce webinaire où nous allons tenter de décrypter au mieux pour vous l'information économique et l'impact lié sur le marché d'échange, avec un focus donc sur les relations Chine-États-Unis, la trêve qui a été signée récemment, les droits de douane, et aussi la dernière information récente qui est la perte du AAA des États-Unis intervenue en début de semaine. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui en la présence de Christopher Dembick, qui occupe le poste de conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Christopher intervient également dans la presse spécialisée et régulièrement sur BFM Business pour partager ses analyses économiques et financières. Bonjour Christopher. Bonjour, ravi d'être parmi vous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis William Gerlach. Je travaille chez Event First depuis un peu plus de 11 ans maintenant. J'ai monté le bureau français et londonien, et je gère maintenant la salle de marché d'Event First sur l'ensemble des géographies sur lesquelles nous sommes présents, donc à savoir 10 pays, et accompagne Event First dans son expansion internationale. Pour vous présenter rapidement Event First, pour celles et ceux qui ne connaissent pas notre société, on est un établissement de paiement spécialisé dans la gestion en devises pour entreprises. On met à disposition de nos clients une plateforme avec laquelle ils peuvent recevoir et émettre des virements en devises et conjuguer ces paiements à des opérations de change. La particularité de notre plateforme, c'est qu'elle est directement connectée au marché du change. C'est ce qui permet à nos clients d'avoir un accès au cours de change en temps réel, et nous accompagnons également nos clients sur toute une stratégie de couverture de change pour limiter leur exposition sur le marché des changes. Aujourd'hui, dans un premier temps, Christopher reviendra sur le contexte économique et politique dans lequel nous évoluons depuis ces derniers mois. Puis je ferai un parallèle sur l'impact observé sur le marché des changes. Par la suite, nous aborderons les perspectives auxquelles on peut s'attendre d'ici fin 2025, risque de récession, éventuelle dépréciation du dollar américain, et nous regarderons aussi les solutions d'ingénierie tarifaire à adopter en tant qu'entreprise face à ce climat incertain dans lequel nous évoluons, et aussi les outils qui existent pour protéger vos marges commerciales exposées au marché du change pour les entreprises œuvrant à l'international, tout comme vous. Christopher, je te laisse prendre la main. Merci beaucoup, William. De nouveau, bonjour à toutes et à tous. On va revenir sur le contexte économique et politique, mais avant vraiment d'entrer dans le détail, notamment sur toutes ces thématiques d'inflation ou encore de protectionnisme, il y a un élément qui est important de rappeler, c'est qu'on est dans une période qui est assez inhabituelle, avec des niveaux de volatilité qui sont très importants.
Alors certes, au cours des dernières semaines, notamment du fait de la trêve entre les États-Unis et la Chine, la volatilité s'est un peu réduite, mais le point qui est important certainement de prendre en considération, c'est que depuis le début d'année, d'ailleurs même qu'avant Trump soit officiellement en fonction, on avait des niveaux de volatilité, y compris sur les principales paires de devises. On pensera par exemple à l'euro-dollar, GBP, USD, etc., qui étaient anormalement élevés. Donc ça montre qu'on a vraiment une fébrilité du marché. Cette fébrilité, on la constate partout, sur les actions, sur les obligations et donc y compris sur les devises, d'où l'importance d'être extrêmement vigilant. Ce qui diffère probablement des dernières années, alors qu'on a connu beaucoup de crises, y compris la crise Covid, c'est qu'on est dans une période où cette volatilité, elle est présente sur des actifs qui étaient plutôt stables. Si on regarde objectivement, la volatilité, notamment sur l'euro-dollar, est beaucoup plus importante qu'elle n'a pu l'être en moyenne par le passé. Elle reflète finalement une volatilité qu'on connaît vraiment en période de crise, alors que nous ne sommes pas justement dans une phase de crise. On a quelques questionnements qui surviennent assez régulièrement de la part des économistes, des investisseurs et des entreprises. C'est tout d'abord sur l'impact du protectionnisme. Alors, peut-être un point important, il faut être extrêmement humble avec l'impact du protectionnisme. Très généralement, on va faire les comparaisons avec les années 30 qui sont complètement inopérantes, puisque bien sûr le système économique et financier est complètement différent. La mondialisation est passée par là, notamment la mondialisation financière. Donc la réalité, c'est qu'on a assez peu de visibilité sur le long terme pour savoir l'impact réel du protectionnisme. Généralement, vous allez entendre dans les médias que le protectionnisme, c'est automatiquement une flambée de l'inflation. Alors certes, en théorie, mais la réalité, et on peut faire tourner autant de modèles qu'on souhaite, avec autant de données qu'on souhaite, c'est un peu plus complexe que cela. Parce que le protectionnisme peut notamment engendrer moins d'inflation que prévu, parce que vous allez avoir certains effets, notamment un effet de ralentissement économique, baisse du pouvoir d'achat, qui est assez intuitif. Vous avez aussi des effets de substitution. Typiquement, lorsque l'Union européenne, au cours du premier mandat de Trump, avait visé le jus d'orange de Floride, l'Union européenne avait été assez vigilante pour que ça n'impacte pas le consommateur européen, parce que le consommateur européen n'a pas acheté de jus d'orange de Floride, mais il en a acheté d'Espagne. Donc, on a des effets de substitution qui font qu'automatiquement, ça ne veut pas dire que ça va être inflationniste. Et on a aussi des effets qui sont non anticipés. Par exemple, si on regarde en termes de dynamique aux États-Unis, finalement, l'inflation est relativement contenue. Certes, elle est élevée, mais elle est élevée notamment parce qu'on a un marché du travail qui est extrêmement dynamique, avec des hausses de salaire importantes. Mais parmi les effets non prévus finalement du protectionnisme, c'est que vous avez l'effondrement du tourisme étranger aux États-Unis. Et ça a provoqué notamment une baisse très importante, par exemple, du prix des billets d'avion ou de l'hôtellerie. Le message clé ici, c'est de dire on n'est très clairement pas sur une flambée de l'inflation. Ces propos sont incohérents. Et le deuxième message, c'est de reconnaître de manière extrêmement humble qu'on a quand même une difficulté à savoir exactement la direction de l'inflation. C'est d'ailleurs pour ça que les banques centrales, et on pensera notamment à la Banque centrale américaine, hier encore, vous avez 2 membres de la Banque centrale américaine qui ont été très clairs, ils ont dit pour l'instant, c'est le statu quo. On va avoir besoin peut-être de 3 à 6 mois pour vraiment savoir comment évolue la croissance et l'inflation. Donc, on va essayer de se garder de discours catastrophistes, que ce soit sur une flambée de l'inflation ou éventuellement une récession qui ne nous paraissent pas cohérents. On est plutôt sur un ralentissement économique. En termes d'impact sur le marché d'échange, qu'est-ce qu'on a constaté ? C'est que le dollar a été le grand perdant de ce début d'année. Vous le voyez, l'évolution par rapport à toutes les devises, que ce soit des devises émergentes ou encore des devises majeures. Bien évidemment, on pensera également à l'euro. Il faut être quand même extrêmement vigilant par rapport aux chiffres qui sont mis en avant. Certes, par exemple, l'euro a un très très bon début d'année par rapport au dollar, ce qu'on n'a pas connu depuis plusieurs années, c'est évident. En revanche, le dollar aujourd'hui, quand on mesure par rapport au dollar index, il est toujours très nettement survalorisé. Il est survalorisé quand même de 30% par rapport à son point bas de 2008. Et même si on a une dépréciation du dollar par rapport à la plupart des devises depuis le début de l'année, la réalité, c'est qu'on est à peu près dans les bandes de fluctuation de 2015 à 2023. Un autre point qui est important, c'est que quoi qu'on en dise, Donald Trump a raison, c'est-à-dire que le dollar est très clairement survalorisé par rapport à quasiment l'intégralité des devises. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Vous avez des négociations, notamment commerciales en Asie. William a mentionné avec la Chine. Vous en avez aussi avec le Japon, où vous avez un volet taux de change qui est abordé. Et on peut peut-être considérer, en tout cas c'est une des visées de l'administration Trump,
que parmi les accords de taux de change, on aurait tout simplement des clauses qui prévoiraient qu'on ait une dévalorisation, une dépréciation plus exactement du dollar par rapport à certaines monnaies asiatiques. On n'y est pas encore, mais en tout cas, le point qui est important, c'est qu'effectivement, malgré la baisse, on reste toujours sur un monde de dollars qui est extrêmement fort. Merci Christopher pour cette analyse et ce retour du coup sur les éléments de début d'année et ce qui s'est passé depuis que Trump a été élu américain et a été élu président des États-Unis. L'idée maintenant, c'est de faire une comparaison sur l'évolution de l'euro-dollar lorsque Trump a été élu une première fois il y a 8 ans et en 2024. Et l'effet Trump représente-t-il un vent de panique sur les marchés et sur le marché d'échange, notamment sur l'euro-dollar. Vous avez deux graphiques ici qui représentent l'évolution de l'euro-dollar entre octobre 2016 et janvier 2018, donc première fois où Trump a été élu en octobre 2016, et à droite, du coup, l'évolution de l'euro-dollar entre octobre 2024, seconde fois où Donald Trump a été élu président des États-Unis, et avril 2025. Ce qui est très intéressant, ce qu'on voit, c'est que les mouvements sont assez similaires en termes de mouvements. Si on compare l'évolution de l'euro-dollar sur ces deux périodes, entre octobre 2016 et avril d'octobre 2016 à avril 2017 et de octobre 2024 à avril 2025, plusieurs éléments se démarquent. Sur la même période, l'euro USD, en octobre 2024 à mars 2020, il est resté à des niveaux assez bas et plus longtemps par rapport à il y a 8 ans. On a touché un point bas à 1,02 contre 1,04 en 2016. Mais en revanche, la reprise entre mars et avril a bien été plus rapide et marquée sur l'euro-dollar qui est monté jusqu'à 1,1465. On a même connu un pic à 1,15 contre 1,10 en 2017. Et si on reprend l'évolution de l'euro-dollar en 2017, on remarque qu'en janvier 2018, l'euro-dollar avait atteint 1,25. Donc l'idée, c'est, on remarque, même si le passé ne prédit pas l'avenir, c'est que à chaque fois l'euro-dollar évoluait pré-élection de Donald Trump à un niveau qui était aux alentours de 1,12, 1,10, que lorsque Trump a été élu avec ces mesures assez radicales et conservatrices qu'il voulait mettre en place, ça a renforcé considérablement le dollar américain, mais qu'on a observé beaucoup plus de volatilité sur son second mandat, donc depuis qu'il a été élu en octobre 2024. Et comment on explique cette volatilité? Il y a deux manières de l'expliquer. C'est qu'on est sur un contexte économique qui est vraiment différent. Les grandes puissances économiques ont réagi beaucoup plus rapidement avec plus de vigueur, se laissant moins intimider par les États-Unis, et sont très rapidement venus contrebalancer les mesures douanières qu'a voulu mettre en place le président américain. Et l'Allemagne avait même laissé entendre et croire qu'elle était prête à rapatrier ses réserves d'or qu'elle détient aux États-Unis. Donc, ce qui mettait en avant un signal fort de perte de confiance envers les États-Unis. Donc, on a ce premier volet où les grandes puissances économiques ont moins peur des États-Unis et de ce que peut représenter Donald Trump, parce qu'il y a comme un sentiment de déjà-vu et une dépendance qui est beaucoup moins forte qu'il y a 8 ans. Et si on regarde les pays émergents, leur situation s'est énormément assainie, puisque les pays émergents, il y a 8 ans, avaient énormément de dettes contractées en dollars, et celle-ci a énormément diminué, ce qui les rend beaucoup moins vulnérables face aux fluctuations du billet vert. Et donc cela a eu pour effet de renforcer la stabilité financière mondiale de ces pays
émergents, mais ça limite les marges de manœuvre de l'administration américaine. Merci beaucoup, William. Si on essaie de se projeter un peu sur les prochains mois, on a un sujet qui est au niveau de l'été, c'est que systématiquement, tous les étés quasiment, vous avez eu des chocs sur les marchés financiers et notamment sur le marché d'échange. Si on est extrêmement objectif, l'année dernière, l'élément déclencheur qui avait été plutôt vers fin juillet, qui avait perduré pendant une grande partie du mois d'août, c'était la Banque du Japon qui avait décidé d'augmenter son taux directeur, ce qui avait entraîné un peu en mode panique au pire moment, puisque l'été, les volumes sont plutôt assez réduits, vous avez beaucoup d'institutionnels qui sont plus présents sur le marché. Ça avait entraîné à ce moment-là des débouclages de positions non hedgées sur le yen, d'où l'importance toujours d'avoir une couverture de change. Et là, on était quand même sur des institutionnels qui n'avaient pas couvert leur pari avec le yen japonais. Cette année, on a également probablement un sujet qui est monétaire. On le voit ici, je pense que les deux graphiques sont assez explicites. Vous avez ces deux graphiques ont pour viser en fait de savoir à quel point le dollar est survalorisé. Je vais plutôt m'attarder sur le graphique de droite. Vous allez voir assez rapidement pourquoi. Ici, l'idée, c'est de voir finalement quel est le niveau du dollar par rapport aux échanges commerciaux. Donc, c'est pondéré en fonction des échanges commerciaux. On le voit, il y a deux observations sur ce graphique. Quand, en janvier 2018, Trump était arrivé au pouvoir, la réalité, c'est que le dollar était certes survalorisé, mais de manière relativement marginale. Cette survalorisation, elle était inférieure à 5%. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'au cours du premier mandat de Trump, autant on a beaucoup parlé de protectionnisme, autant sur le marché d'échange, il y avait assez peu d'éléments à cet égard, il y avait assez peu de mentions sur le dollar. Aujourd'hui, la situation, elle est complètement différente. Vous avez un dollar qui est survalorisé à peu près de 20%. 20%, et je vous invite à regarder au niveau de graphique, ça nous renoue avec le début des années 80. Donc, effectivement, on a un réel sujet de survalorisation du dollar, peu importe d'ailleurs la manière de la calculer, parce que vous en avez plusieurs en économie. Là, je me suis attardé sur celle qui est la plus commune et celle où il y a un accord assez large sur le fait que c'est une bonne méthode pour mesurer la survalorisation. Pourquoi déjà on a un dollar qui est aussi survalorisé? Vous avez une raison qui est très simple. D'ailleurs, William a mentionné aussi les pays émergents. C'est qu'au niveau mondial, aujourd'hui, vous avez moins d'actifs en dollars que de demandes. Donc, moins d'offres, trop de demandes. Et bien sûr, les actifs en dollars, sur le long terme, aujourd'hui, restent quand même des actifs qui sont recherchés et la rareté fait bien sûr qu'on a une appréciation derrière cela. Alors, bien évidemment, si on regarde depuis l'arrivée de Trump, vous avez plutôt une tendance, et on l'entend beaucoup dans les médias, de se désengager du dollar. Attention, quand on regarde les flux d'investissement sur le mois de mars et sur le mois d'avril, que ce soit les flux des fonds spéculatifs, des institutionnels ou encore via les ETF, la réalité, c'est qui aujourd'hui cherche à être moins exposé aux actifs en dollars, ce sont les Européens. Le reste du monde achète massivement encore des actifs en dollars. C'est aussi bien des actions, des bons du trésor, etc., ce qui a tendance quand même à limiter la baisse qu'on a pu observer du dollar qu'on avait mentionné depuis le début de l'année. Ce qui fait qu'automatiquement, à la toute fin, on reste quand même sur un dollar qui est très nettement survalorisé. C'est un point qui est important et de mon point de vue, bien sûr, on a un sujet monétaire qui va être très présent. Vous avez deux scénarios de marché aujourd'hui qui sont mis en avant. Le premier scénario de marché, je vais plutôt aller sur le scénario 2, c'est le scénario un peu catastrophe de se dire Trump, et c'est vrai, vous avez le chef économiste de la Maison-Blanche qui a publié un papier en novembre à cet égard, un papier d'une 50aine de pages, disant aujourd'hui, on doit être sur un sujet d'évaluation du dollar américain, peut-être de 20-30%. D'évaluation unilatérale. Alors, elle peut se faire, notamment, il y a plusieurs leviers qui peuvent être évoqués, plus ou moins efficaces, soit via des accords commerciaux, soit en taxant notamment la détention par les investisseurs étrangers de bons du trésor américain. Et bien sûr, si on a une dévaluation de 20-30% du dollar américain en plein été, c'est un scénario catastrophe. Ce n'est pas notre point de vue. C'est-à-dire que 20-30% déjà, c'est compliqué à mettre en œuvre. On n'aura pas de nouveau les accords qu'on a pu avoir au niveau des années 80. Je faisais référence précédemment au niveau de survalorisation du dollar qui reflète un niveau qu'on avait connu dans les années 80. À l'époque, vous avez eu ce qu'on appelle les accords du Plaza qui avaient permis de déprécier fortement le dollar.
Mais à l'époque, on avait un intérêt de tous les pays, on était sur une vision très multilatérale des relations internationales. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, si les États-Unis veulent dévaluer, il faudra le faire seul et ça aura un fort coût. Par exemple, supposons qu'on taxe les avoirs par les étrangers de bons du Trésor américain, ça va entraîner quoi? Ça va entraîner une flambée des taux obligataires, ce qui veut dire que les États-Unis vont se refinancer à un coût beaucoup trop élevé. Donc, il n'y a pas de bonne solution. C'est pour ça qu'on se dit une dévaluation est peu probable. En revanche, une dépréciation, donc tout simplement les mouvements du marché, qui est déjà entamé depuis le début d'année, pourrait continuer. On estime qu'on pourrait avoir une dépréciation de l'ordre de 8 à 10% d'ici à la fin de l'année. Point important, ça reste quand même encore bénin, on n'est pas sur des mouvements massifs sur le marché, mais en revanche, il est important de mentionner que le consensus de marché à fin 2024, c'est-à-dire qu'on aura un dollar qui resterait plutôt sur une phase ascendante. Là, la réalité, et c'est l'exercice compliqué des prévisions, la réalité, c'est qu'on est plutôt sur une dépréciation du dollar. Donc, notre scénario pour cet été, c'est d'avoir une dépréciation et qui va continuer au cours de l'année entre 8 et 10% par rapport au niveau actuel. C'est peu, mais en revanche, ça nécessite de bien prendre en considération qu'il faut se protéger contre de telles fluctuations. Je le rappelle encore une fois, vous avez aussi beaucoup d'acteurs, pas uniquement des entreprises, mais des institutionnels qui n'avaient pas l'habitude de se couvrir sur leur position euro-dollar notamment, parce que fondamentalement, c'était assez peu volatile. La réalité aujourd'hui, y compris des banques qui ont des actions américaines, des banques européennes qui ont des actions américaines, décident aujourd'hui de se couvrir contre le risque de change. Donc, c'est un élément qui est très important, surtout si ce risque de change, bien évidemment, a vocation à perdurer. Alors, il y a ce danger qui est immédiat. Heureusement, le panorama n'est pas complètement négatif. La réalité, c'est qu'on se rend compte qu'entre le mois d'avril, où vous aviez un peu ces éléments catastrophistes suite au jour de libération de Trump, où tout le monde parlait de récession et on avait un peu cette atmosphère de fin du monde, quand on regarde les données économiques, la situation est très très loin d'être catastrophique. Déjà, on a des accords commerciaux qui se mettent en place, ou en tout cas ce qu'on appelle des LOI, c'est-à-dire qui vont permettre des lettres d'intention, qui vont permettre à la suite d'avoir éventuellement des engagements plus fermes. On a eu la trêve avec la Chine, on a aussi avec le Royaume-Uni un accord commercial qui a été signé. Vraisemblablement avec les pays asiatiques, ce sera en ligne de mire. Avec l'Europe, ce sera un peu plus long, mais en tout cas, on a cet aspect-là qui est mis en place. Vous avez aussi tout ce qui va être, il faut faire, je pense, confiance aux entreprises. Elles font preuve de beaucoup d'ingéniosité pour contourner les droits de douane. Je laisserai William aller un peu plus dans le détail à cet égard, mais on le constate, beaucoup d'entreprises aujourd'hui savent naviguer dans un environnement qui est commercial, douanier, de plus en plus compliqué. Les résultats des entreprises, en tout cas des grandes entreprises, sont encore relativement bons. La volatilité, elle s'est un peu réduite sur toutes les classes d'actifs. Et le point qui est peut-être extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de risque de récession cette année aux États-Unis. Souvenez-vous-en, vous l'avez peut-être vu dans les médias, début avril, vous aviez ces cris d'orfraie sur le fait qu'on aurait une récession américaine. Je vous avais, vous, que j'étais assez sceptique à cet égard, parce que quand vous regardez les données économiques, vous êtes sur un ralentissement, certes assez marqué. On passe à peu près de 2,3% de croissance aux États-Unis, estimée cette année à 1,5, 1,7, mais c'est toujours une très bonne performance. C'est toujours mieux que la zone euro qui sera inférieure à 1% de croissance cette année et encore mieux que la France, on devrait être à 0,6% de croissance. Donc, on est très très loin d'un scénario catastrophe encore à cet égard. C'est vraiment un point qui me paraît important à mentionner. Et vous avez un autre élément qui permet d'être optimiste aussi sur le contexte macroéconomique, c'est les baisses de taux. Alors certes, c'est le point qui est assez anormal, c'est que d'habitude, c'était plutôt la Fed aux États-Unis qui baissait très massivement les taux. Elle ne va pas le faire. Je vous l'ai dit en introduction, vous avez plusieurs membres de la Banque centrale américaine qui se disent on va avoir quelques mois d'observation des données et c'est plutôt potentiellement à partir de septembre qu'on commencera de nouveau à baisser les taux. En revanche, le reste du monde baisse les taux. La Banque centrale européenne le fait, elle va le faire encore le 5 juin prochain. On devrait arriver à un taux en juin au niveau de la Banque centrale européenne à 2%. On pourrait avoir vers mi-2026 un taux terminal pour la Banque centrale européenne plutôt autour de 1,50%. Et William a mentionné les pays émergents. Une grande partie aujourd'hui du stimulus monétaire, il est lié aux pays émergents qui sont effectivement beaucoup plus résilients, qui ont réussi à contrôler l'inflation d'ailleurs très rapidement, plus rapidement que les pays développés, et qui aujourd'hui peuvent se permettre largement de baisser les taux directeurs.
Alors, on a eu la Chine en début de semaine qui a baissé de manière marginale, mais vous avez des grands pays émergents, Brésil ou encore Afrique du Sud, Mexique, qui les baissent beaucoup plus massivement. Et aujourd'hui, on est face au plus important cycle d'assouplissement monétaire qu'on ait connu depuis à peu près 25 ans, hors période de récession. Donc, notamment, tout ça, ça va quand même soutenir l'économie. Alors, pas tout de suite. On considère, en règle générale, alors ce n'est pas une science exacte, mais qu'une baisse des taux par les banques centrales met à peu près 9 à 12 mois, dans le meilleur des cas, à se répercuter sur l'économie. Mais en tout cas, on est plutôt sur un scénario où les points bas de croissance, on les a en ce moment, mais 2026, 2027 pourraient être des scénarios plutôt de croissance un peu plus forts, notamment du côté américain. On sait qu'en zone euro, on a des défis structurels qui font limite un peu le potentiel de croissance. Mais le point qui est important, c'est fenêtre de risque cet été, notamment avec cette question monétaire, vraiment un élément qui est crucial à prendre en considération. Et j'insiste, peut-être le point de vigilance qui est extrêmement essentiel à ce stade, c'est que des grands acteurs, des institutionnels, des grandes banques françaises, des banques d'investissement notamment, qui n'avaient pas pour habitude de couvrir le risque de change sur leur exposition aux États-Unis, le font pour cet été. C'est ce qu'on appelle une couverture de change tactique. Donc ça montre effectivement qu'il y a un sujet aujourd'hui sur le taux de change et notamment sur des positions par rapport au dollar. Encore une fois, dépréciation, mais même si c'est une dépréciation sur plusieurs mois de 8 à 10%, bien évidemment, ça va avoir un fort impact, notamment sur le chiffre d'affaires ou quand on est une banque, sur le rendement de ses placements financiers. Donc un point de vigilance qui est très important. Et une fois cette fenêtre de risque finalement qui est un peu liée à l'été qui sera clos, on aura très certainement plutôt, on commencera à avoir des meilleures nouvelles économiques parce que vous avez ces banques centrales qui baissent les taux, parce que vous avez aussi Trump qui, malgré tout, met en place des mesures de soutien de l'économie qui vont aussi avoir un impact à partir de fin d'année, année prochaine, parce que Trump aussi, n'oublie pas qu'il a des élections à mi-mandat l'année prochaine qu'il devra gagner. C'est d'ailleurs pour cela que si on a un problème au niveau du dollar, ce sera cet été qu'il surviendra. Ça ne pourra pas être l'année prochaine ou au dernier trimestre de cette année parce qu'il faudra qu'il ait des bonnes données économiques, des bonnes données au niveau de la bourse aussi pour éventuellement gagner les élections de mi-mandat. Donc vraiment vigilance, court terme, moyen long terme, on est plutôt optimiste sur les niveaux de croissance notamment et sur le fait qu'on n'aura pas un bond de l'inflation qui sera difficilement contrôlable. Merci Christopher pour ce focus sur les taux très intéressant. On a une question qui a été posée par Olivier. Je vais la lire à haute voix pour tout le monde, au cas où pour ceux qui n'ont pas accès au chat. Que pensez-vous de la dégradation de l'euro et du monnaie virtuelle à venir avec le franc suisse qui se renforce fortement? Quelles sont vos perspectives en relation avec la dette des pays, 9 sur 27 qui respectent en Europe le pacte budgétaire et le franc suisse? Donc du coup, Olivier, vous mettez que vous ne pensez pas que le dollar va se dévaloriser, mais plutôt l'euro, car les échanges sont en dollars américains à plus de 60-70%. Pour parler du franc suisse, et c'est la même chose que le yen japonais, c'est que ce sont des valeurs refuges. Ce sont des pays qui sont en maîtrise de leur dette puisqu'elle est émise dans leur devise, donc ils ont la main pour couvrir leur dette d'une manière totale, ce qui n'est pas le cas de tous les pays aujourd'hui. Et donc oui, le franc suisse se renforce énormément dans le climat politique, économique dans lequel on évolue aujourd'hui. La Suisse souffre de ce franc suisse qui est très fort sur les marchés, puisque ça la met un peu hors course en termes de compétitivité. Et sur le fait que vous pensez que le dollar ne va pas se dévaloriser, mais plutôt l'euro, car les échanges sont libellés essentiellement au dollar américain. Il n'y a pas forcément aujourd'hui une corrélation entre les mouvements des flux dans une devise et la valeur d'une devise. La valeur d'une devise va être impactée par les taux directeurs, comme vient de l'expliquer Christopher. Vous avez également plein d'indicateurs économiques qui tombent tout au long d'une semaine,
Il y en a beaucoup qui sont concentrés en début de mois et en fin de mois. Mais c'est ce qui va impacter la valeur d'une devise et qui fait qu'elle va s'apprécier ou se déprécier. Pour le moment, force est de constater que l'euro s'est renforcé sur les marchés, s'est renforcé essentiellement face au dollar américain, puisqu'on est passé assez rapidement de 1,07, 1,08 à un niveau de 1,14, 1,15. Donc c'est une volatilité en l'espace de 1 mois et demi, 2 mois, qui est très forte et qui a, ça faisait un long moment qu'on n'avait pas constaté autant de volatilité sur le marché d'échange, et essentiellement sur l'euro-dollar. Pour le moment, Trump fait défaut un petit peu au dollar américain, puisque c'est comme il y a 8 ans, hein, il voulait faire du dollar américain une devise un petit peu phare et mettre en place des mesures assez radicales, qui fait que c'est venu renforcer énormément le dollar sur les marchés. Mais on voit qu'il fait un retour en arrière, où il perd un peu de crédibilité et qui du coup vient affaiblir énormément le dollar américain. Christopher, je ne sais pas si tu veux prendre le point si tu veux compléter, prendre le point sur la dette. Oui, c'est un point qui est important. On le voit très bien, notamment dans tout ce qui est gestion d'actifs. Et pourquoi je parle de gestion d'actifs? Parce que les gestionnaires d'actifs ont un poids extrêmement important, puisque les flux de capitaux, quand même, ont un impact, hein, aussi sur l'évolution des devises. Vous avez aujourd'hui, outre le fait que le franc suisse, comme tu l'as rappelé à juste titre, a un rôle de valeur refuge, on voit très nettement que dans cette période d'incertitude, vous avez notamment des investisseurs européens qui n'achètent pas des actifs américains parce que tout simplement, ils s'inquiètent justement du dollar. Ils vont plutôt se reporter plus exactement sur les actifs suisses. Alors notamment, bien évidemment, sur de la dette suisse, parce qu'elle est très bien notée, et tu l'as mentionné à juste titre, c'est un pays qui est vertueux en termes de gestion des finances publiques. Ça, c'est un élément qui, bien évidemment, a un impact sur l'évolution du franc suisse. Et c'est un problème pour la Banque centrale, puisque la Banque centrale suisse pourrait très rapidement, donc après juin probablement, introduire de nouveau des taux négatifs. On en parlait il y a quelques années de cela. On pensait que c'était disparu, ça revient sur le devant de la scène. Pourquoi des taux négatifs? Parce que la Banque centrale, justement, essaye de faire baisser le franc suisse. C'est compliqué, il faut bien le reconnaître, du fait des questions de compétitivité que William a mis en avant. Mais indéniablement, il y a un sujet de dette qui est très présent, et aussi, bien sûr, la prudence aujourd'hui des investisseurs à l'égard des actifs américains, en tout cas la prudence des investisseurs européens à l'égard des actifs américains, elle s'explique notamment parce que vous avez aussi une dette qui devient très importante aux États-Unis. On est en pleine discussion budgétaire pour 2026. Merci pour ces précisions, Christopher. Olivier, vous rebondissez de nouveau. Alors, merci pour vos questions et d'animer ce webinaire. Donc vous mettez que si la France implose ou explose, un type de scénario grec, c'est la fin de la zone euro et une dégradation de l'euro, avec peut-être 2 zones euro, les pays solvables et ceux non solvables. Est-ce un risque réel pour nous, en sachant que les agences notent pas vraiment la réalité qu'est la France dans l'euro? Je peux répondre en 10 secondes. Vas-y. Le risque est nul, pour être très franc. On peut critiquer beaucoup de lacunes de la zone euro, lacunes fonctionnelles, etc. Mais c'est toujours mieux d'y rester que d'en sortir. C'est-à-dire une sortie n'est pas envisageable parce que le coût sera beaucoup trop élevé. Donc c'est très simple. Pour moi, il n'y aura pas de sortie. Et l'Europe à 2 vitesses, ou la zone euro à 2 vitesses, existe déjà, hein, de facto, puisqu'on voit des pays qui s'en sortent mieux que les autres. Mais il n'y a pas de risque systémique, hein, très très clair à cet égard. Merci Christopher. J'espère qu'on aura répondu au mieux à vos questions, Olivier. Dernier point du coup de ce webinaire, qui est donc les couvertures de change et quels outils pour quelle situation à mettre en place quand on est une société tournée à l'international avec une exposition du coup en devise. Comme l'a dit Christopher, on a de plus en plus d'institutions financières qui mettent en place des couvertures de change pour couvrir leurs positions, et il existe des outils aussi accessibles pour les entreprises pour gérer et piloter le risque de change,
afin de sécuriser leur marge commerciale face aux fluctuations du marché d'échange. Aujourd'hui, les produits qu'on propose chez Event First pour gérer des opérations de change, on propose les opérations spot au comptant. Ça veut dire que vous avez un besoin pour payer une facture en dollars américains, vous vous connectez sur votre compte Event First et vous avez la possibilité d'acheter du dollar américain, par exemple, au cours du jour. Donc aujourd'hui, un 13,50 par exemple. Mais l'avantage de ce produit, donc, c'est que vous avez vos devises qui sont disponibles tout de suite, mais vous n'avez pas de sécurisation de votre marge commerciale, puisque au moment de payer votre facture en dollars américains, peut-être que cette facture, vous l'aurez enregistrée un mois ou 2 mois plus tôt lorsque vous l'aurez reçue de la part de votre fournisseur, à un cours qui aura été différent lorsque vous allez la payer. Donc aujourd'hui, on a un euro-dollar qui évolue à 1,1350 sur les marchés. Et il y a un mois ou deux, on évoluait à 1,10, 1,08 environ. Donc le mouvement est en effet favorable. Mais la situation a pu être à l'inverse, où il y a 2 mois, on aurait pu être à un cours par exemple de 1,12, et aujourd'hui, vous pourriez être amené à acheter vos dollars américains à 1,08 sur les marchés pour payer votre facture, ce qui fait que vous allez payer en grosso modo 4% votre facture plus chère entre ce que vous aurez provisionné et ce qui intervient au moment du paiement. Au niveau des outils de couverture qu'on propose, on propose ce qu'on appelle des contrats à terme, ce qui permet de sécuriser la marge commerciale, sa marge commerciale sur le marché d'échange. On propose 2 types de produits, des contrats à terme fixes et des contrats à terme flexibles. Comment ça fonctionne? Un contrat à terme fixe, on va déterminer un montant en devise que vous allez acheter, un cours de change cible et une date d'échéance. Donc, par exemple, on va acheter 100 000 dollars américains en date du 20 juillet prochain au cours de 1,1350. Et le 20 juillet prochain, interviendra du coup l'échange des flux, donc vous viendrez régler votre position et vous aurez vos dollars américains qui vous seront livrés, les 100 000 dollars américains qui vous seront livrés à un cours de 1,1350 au cours qui aura été convenu du coup ce 21 mai. Peu importe le niveau du marché à l'échéance, donc vous aurez bien vos dollars à 1,1350, même si le marché est descendu à 1,09 ou si le marché est monté à 1,16. L'idée, c'est de venir sécuriser votre marge commerciale et de ne pas la laisser s'exposer face aux fluctuations du marché d'échange. Il n'y a pas de produit de couverture parfait qui existe aujourd'hui sur les marchés. Mais nous, ce qu'on préconise à nos clients, alors chaque société a un petit peu sa manière de fonctionner qui lui est propre en fonction de son exposition aux devises ou en fonction des marges commerciales qu'elle arrive à dégager. Ce qu'on préconise à nos clients, c'est de couvrir 60%, 50%, 70% des besoins en devises afin de maîtriser une partie des décaissements en devises futures à venir. Le second produit qu'on propose, c'est le terme flexible. Le terme flexible, qu'est-ce que c'est? C'est une enveloppe de devises qui est disponible sur une période donnée. Donc, on reprend un exemple, par exemple, de 100 000 dollars jusqu'au 20 juillet. Mais cette fois-ci, les 100 000 dollars, vous n'allez pas en jouir uniquement le 20 juillet prochain, mais vous allez pouvoir avoir la possibilité d'utiliser cette enveloppe de devises en une ou plusieurs fois entre la mise en place du contrat aujourd'hui et l'échéance. Donc, par exemple, vous allez pouvoir venir piocher dans cette enveloppe 20 000 dollars américains pour régler une facture, par exemple, le 30 mai prochain, 50 000 dollars américains le 10 juin prochain, etc. Toujours au cours fixe de l'enveloppe qui aura été mise en place. Donc là, vous avez plus de flexibilité d'utilisation puisque vous pouvez utiliser votre enveloppe de devise en une ou plusieurs fois, mais vous allez venir payer cette flexibilité d'utilisation puisque le cours sera un petit peu moins avantageux qu'un terme fixe que lorsque vous avez une livraison totale à l'échéance du produit. Le dernier type de produit qu'on propose, c'est ce qu'on appelle les paiements avec champ à terme dynamique. Là, en fait, on va déterminer un cours
au pire auquel vous allez acheter vos devises et à l'échéance du produit, vous allez pouvoir accompagner tout ou partie de performance du marché s'il y a. Donc, par rapport au champ à terme fixe et flexible que je vous ai présenté juste avant, vous avez un cours qui est connu à l'avance et qui est fixe dans les produits de champ à terme dynamique. Là, ce qui se passe, c'est que vous avez la possibilité d'accompagner la performance du marché à l'échéance s'il y a, mais la contrepartie de ça, c'est que dans ce type de produit, on va définir ce qu'on appelle un cours au pire, donc un cours auquel vous allez acheter vos dollars américains, par exemple, à un niveau de protection qui sera un petit peu plus bas, du coup, que les produits de paiement avec change à terme ou de paiement avec change à terme flexible, puisque en dégradant du coup ce cours de protection, c'est ce qui va vous permettre à échéance de pouvoir bénéficier d'une progression du marché. Pour vous montrer du coup à quoi ressemble un paiement avec change à terme fixe. Donc là, on a un exemple où le 15 janvier, on met en place un contrat où on achète du coup du dollar américain à 25 et à l'échéance du contrat, le 15 mars, le euro dollar est à un niveau de 1,20 et donc vous avez bien votre flux qui est livré à 1,25. Donc dans ce cas, il y a un impact de change qui est positif pour l'entreprise de 4 000 euros, puisqu'elle va avoir des dollars américains qui vont être livrés à 1,25 versus 1,20 par rapport au cours spot à l'échéance, donc un cours plus avantageux. L'autre cas possible, c'est qu'on a toujours ce cours de protection à 1,25, mais cette fois-ci, à l'échéance, du coup, l'euro-dollar est constaté à 1,30, donc on a un impact de change négatif, un manque à gagner qui est de 3 700 euros, puisqu'on aurait pu acheter les devises à 1,30 au marché à l'échéance, alors qu'on a fixé un cours de change à 1,25. Donc là, vous voyez que il y a deux cas qui s'ouvrent à nous, mais malheureusement, personne ne peut prévoir quel sera le cours de l'euro-dollar le 15 mars prochain dans notre exemple. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de regarder par rapport à votre marge commerciale quelle variation de l'euro-dollar vous êtes prêt à absorber dans vos quelle variation de l'euro-dollar vous êtes prêt à absorber dans votre marge commerciale et d'arriver à protéger une partie de ces fluctuations pour au moins limiter votre exposition face au marché du change. Et enfin, là, on a l'exemple du coup d'utilisation d'un produit de change à terme flexible où on voit que, pareil, on met en place un contrat le 15 janvier, une enveloppe 1,25 et on voit que du coup la société fait plusieurs tirages, une fois le 3 avril, une fois le 15 juillet, une fois le 15 décembre et on compare ces dates ces différents moments où la société va venir piocher dans son enveloppe de devises le cours spot du jour. Donc on voit par exemple que le 3 avril, l'euro-dollar est descendu à 1,10 alors que la société va acheter ses dollars américains à 1,25 et ainsi de suite. Donc là, on voit qu'on a plus de flexibilité d'utilisation et que du coup, il y a plus de variations de l'euro-dollar sur une période plus longue, sur un produit qui va rester ouvert pour gérer du coup notre exposition. Donc, aujourd'hui, l'accompagnement que l'on fait avec nos clients est du sur-mesure puisque chaque entreprise va avoir un besoin qui va être différent, qui va être pondéré par son échéancier de paiement, par sa marge commerciale effective sur des produits, par rapport au court budget aussi. C'est très important de déterminer un court budget pour vos achats en dollars américains et ça peut être aussi un moyen de se couvrir en prenant un court budget assez bas par rapport au marché, par exemple de prendre un court budget à 1,04 ou à 1,03 sur vos achats en dollars, mais si on prend un cours de change qui est décorrélé du cours réel du marché de l'euro-dollar, ça veut dire que votre prix de revient va être plus élevé que la normale et donc du coup votre prix de revente sera plus élevé que par rapport à un cours de l'euro-dollar plus réel sur les marchés, donc ce qui peut créer un manque de compétitivité
pour vous face à vos concurrents. Donc tout va dépendre un petit peu de votre force face à vos concurrents, si vous opérez sur un marché où vous devez être compétitif ou non, si vous opérez sur un marché de niche où vous avez un quasi monopole, tous ces éléments-là vont servir et venir à déterminer la manière dont vous devez gérer votre exposition face au marché du change. Alors, on a une nouvelle question d'Olivier. Faut-il vendre ses dollars à 1,13 pour de l'euro ou autre franc suisse, dans votre exemple, 100 000 dollars, ou plus, ou prendre une couverture de risque en cas de baisse des marchés de 8 à 10% ou de 30% avant et pendant l'été? Quel type de contrat pour se protéger et où vendre, acheter après la baisse? Quelle est la durée d'un contrat à terme et une couverture de change? Alors, par rapport du coup au timing pour vendre des dollars américains, c'est sûr que le timing n'est pas idéal pour vendre des dollars américains contre de l'euro, puisqu'on est sur un mouvement qui est haussier. Donc, il était plus intéressant de vendre des dollars américains il y a une semaine lorsqu'on était à 1,10. Maintenant, la question auquel personne ne sait répondre, c'est est-ce que ce cours de l'euro-dollar à 1,13 est compétitif sur les mois qui viennent? C'est ce que je veux dire, c'est que est-ce que dans 6 mois, on pourra vendre des dollars à 1,10 ou est-ce qu'on pourra les vendre à 1,16 ou 1,17? Et dans ce cas-là, en effet, ça aurait été mieux de les vendre à un niveau de 1,13. Là, il faut regarder à nouveau ce que vous avez budgété, comment vous avez valorisé ces dollars que vous devez vendre par rapport du coup à votre marge commerciale et votre prix de revient. Et ça, on peut en discuter en détail pour voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner à ce niveau-là. En cas de baisse des marchés de 8 à 10% ou de trop de pourcents avant ou pendant l'été, quel type de contrat pour se protéger et se prémunir d'une baisse? Là, à nouveau, ça va dépendre de l'échéance que vous visez. L'été va pouvoir du coup amener de la volatilité, comme l'a expliqué Christopher. Mais malheureusement, à nouveau, ce qu'on n'arrive pas à maîtriser, et ce que personne ne maîtrise, c'est de savoir comment va évoluer le marché à ce niveau-là. Donc là, de nouveau, il faut arriver à encadrer ça et se couvrir quoi qu'il arrive, si on est acheteur ou vendeur de dollars, couvrir une partie des besoins, c'est jamais une mauvaise chose puisqu'on en maîtrise du coup de la valorisation de ces devises. Concernant la durée des contrats qu'on propose, nous, aujourd'hui, on est capable d'aller sur des très longues maturités, sur plusieurs années. La majeure partie de nos clients aujourd'hui se couvrent en moyenne sur des maturités qui vont jusqu'à 6 mois. Puisqu'elles ont de la visibilité sur leur décaissement, sur leur encaissement de vise, et elles mettent en place des stratégies de couverture de change par rapport à ça. Après, vous avez des sociétés qui mettent en place des courts budgets et donc qui prennent des couvertures de change macro, donc sur une année civile totale pour couvrir leurs expositions en devises et respecter le court budget qu'elles vont mettre dans leur business plan. Alors, je vois que vous êtes en train de taper une nouvelle question. Très bien. Écoutez, avec plaisir en tout cas de vous accompagner, Olivier, et de répondre à vos questions. On arrive à la fin de ce webinaire. Merci, Christopher. Un plaisir, merci beaucoup. Et merci à toutes et à tous de vous être connectés, d'avoir participé à ce webinaire qui sera également disponible en replay. Le lien vous sera partagé très prochainement. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et si vous êtes client IBAN First, vos chargés de compte sont à votre disposition pour reprendre du coup des éléments qui ont été vus dans ce webinaire ou discuter avec vous de vos besoins en devises. Et si vous ne l'êtes pas, naturellement, un échange est disponible avec un commercial de chez IBAN First.
Très bonne journée à toutes et à tous. Merci pour votre temps. À bientôt.